Bonjour à tous, bienvenue à cet événement, ce webinaire live sur l'élaboration de la masse salariale. Je voudrais juste en préambule que vous me validiez, que vous entendiez bien le son et la vidéo. Vous avez normalement sous votre fenêtre une fenêtre de chat. Est-ce que c'est bon pour vous, Christine? D'accord, donc je vais juste valider, je reviens. Vérifier que la technique fonctionne bien. Avant de commencer, oui, tout à fait. On s'assure quand même que vous êtes bien connectés, que tout passe bien. Et si vous pouvez donc envoyer juste vos mails, donc quelques petits messages, un petit chat pour nous confirmer que tout ça se passe. On est quand même, normalement tout est OK, donc vous êtes plus de 60 à nous avoir confirmé votre présence. Donc ça, c'est un sujet qui effectivement est intéressant autour de l'élaboration de la masse salariale. J'ai la chance d'être accompagné avec deux personnes, deux vrais professionnels de la masse salariale, Christine et Pascal, que je laisserai se présenter après. Le point important, comment va se dérouler ce webinaire? On va avoir 15 minutes pour présenter les fondamentaux. Ensuite, à la fin du séminaire, à la fin du webinaire, on répondra à vos questions en direct. Et vous aurez en fin de séminaire, en fin de webinaire, une petite surprise. Je reviendrai pour vous expliquer tout ça. On a l'image, tout est OK. OK, je vais donc vous laisser avec Christine et Pascal. Et je vous retrouve tout à l'heure, je passe derrière la console. A tout de suite. Merci. Merci Vincent. Bonjour tout le monde, Christine Lagroux. Je vais me présenter rapidement. Je suis manager contrôle de gestion sociale au sein du cabinet Iena Consulting. J'ai 10 années d'expérience, donc 8 années vraiment dans des entreprises en tant que contrôleur de gestion sociale, en train de faire des reporting, tableau de bord social, vraiment piloter le SIRH et avoir les échéances mensuelles, trimestrielles, etc., etc. Donc vraiment la vie de contrôle de gestion sociale. Et il y a 2 ans, j'ai basculé dans le monde obscur du conseil, donc chez Iena Consulting. Et donc depuis, je m'occupe en fait de mettre en place tous les projets de pilotage de masse salariale. Donc là, mon background vraiment métier est important. Ça me permet de comprendre finalement le besoin et toutes les problématiques qu'on peut avoir finalement dans une structure et de vous aider au maximum pour que le projet se passe bien. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important. Donc en termes de compétences, c'est vraiment masse salariale, tout ce qui est pilotage de la performance RH, reporting RH, contrôle de gestion sociale et tout ce qui est conduite et accompagnement du changement. J'en profite aussi pour dire que je suis membre de l'IPSOC, donc l'Institut du pilotage social, qui est un organe important chez les contrôleurs de gestion sociale. Christine. Pascal Madec, en fait, chez Iena, que j'ai rejoint récemment, en fait, mon expérience en fait professionnelle chez les partenaires, en fait, chez les éditeurs, IBM, d'autres partenaires, d'autres éditeurs un peu plus petite taille comme Allshare, mais qui sont tous, je dirais, vraiment spécialisés dans le monde du multidimensionnel et surtout donc, de l'élaboration de la salariale avec des solutions différentes. Donc j'ai rejoint récemment Iena pour prendre en charge la partie développement en fait, des solutions de Iena au sein donc, un peu plus fort, voilà, autour de ces solutions-là, à la fois le métier et technique. Donc vraiment de multi-compétences qui sont importantes pour ce type de projet. Donc là, on va en fait, comment ça va on va procéder. Donc on va d'abord essayer on parle de pilotage de masse salariale, mais finalement ce qui est important, avant de parler de masse salariale, c'est de définir qu'est-ce que la masse salariale. Donc ce qui va être important, donc c'est la définition de la masse salariale. On verra après les indicateurs qu'on peut mettre en place rapidement et surtout avec Pascal, les pièges à éviter dans les projets et la méthode agile, est-ce qu'il faut la mettre en œuvre ou pas. Donc ça permet d'avoir un peu un overview de tous ces éléments-là. Si vous avez des questions, on y répondra à la fin. Après, au fil de l'eau, si on peut y répondre. C'est interactif. L'objectif, c'est pas de parler forcément de notre solution, mais vraiment de pouvoir échanger sur des enjeux importants sur la masse salariale. Voilà. Donc en fait, on va voir que dans la démarche, les projets et le mode de fonctionnement de ce type de projet, on prend en fait la big picture, c'est-à-dire en fait on se fait en fait un scope cible de ce qu'on souhaite obtenir dans la solution. Mais après, on va avancer par itération. Donc, on parle de méthode agile, on va faire un petit peu le descriptif de ce type de méthode, mais surtout, dès le démarrage, ce qui est important, c'est la démarche, c'est-à-dire en fait bien bâtir son socle applicatif. Et sur ce socle applicatif important, on va pouvoir ajouter des add-ons, rajouter des évolutions, des analyses spécifiques. Et c'est vraiment de l'enrichissement par itération.
Donc, par rapport à la masse salariale, donc si on part un petit peu sur la définition, donc là, je vous ai mis une pyramide assez basique. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais c'est important de bien le rappeler et de bien avoir donc celle que les contrôleurs de gestion sociale peuvent piloter, ou des gestionnaires paye, parce que le métier du contrôle de gestion sociale n'existe pas toujours dans les structures, mais il y a toujours quelqu'un pour piloter la masse salariale. Donc cette masse salariale, finalement, elle est là, elle s'appuie sur les rubriques de paye. Donc c'est de récupérer un petit peu la vision des SN tous les mois et de pouvoir piloter par rapport au réel et de pouvoir faire des hypothèses pour. Donc il y a cette vision-là vraiment RH. Après, il y a une vision un peu chef comptable qui reprend finalement cette vision RH. En complément, on y inclut tout ce qui est provision. Donc là, c'est la vision un peu compte comptable, les comptes 641, charge de personnel. Donc là-dessus, c'est vraiment une vision frais de personnel où on va inclure donc des provisions de 13e mois, des provisions congés payés. C'est un peu compliqué parfois de piloter cet aspect-là de la masse salariale. Et on a une troisième vision, plutôt une vision coût du personnel, qui va être une vision plutôt directeur financier. Et là, cette vision-là, on peut y inclure aussi un peu les coûts des locaux. Et c'est plutôt de se dire, okay, c'est peut-être le moment rébarbatif où on a perdu tout le monde. Juste pour finir un peu là-dessus, ce qui est important sur finalement cette notion, c'est d'avoir une commune entre la direction des ressources humaines et la direction financière. Et cette définition commune, finalement, c'est les frais de personnel. Donc, c'est cette notion-là qu'il faut piloter. Et si ce pilotage n'est pas connecté entre la DRH et le DAF, finalement, c'est un problème, puisqu'on va plutôt passer son temps à justifier des écarts, alors que ce qu'il faut, c'est justifier, en tout cas, trouver les analyses des effets, de comprendre pourquoi ça varie. Voilà. Donc c'est vrai que là, c'est un point important dans tout projet RH. C'est un système qui est partagé. L'idée, en fait, de ces solutions entreprises, c'est de pouvoir avoir un discours, en fait, c'est un outil à la fois pour la DRH et pour les contrôles de gestion. Chacun va pouvoir y participer. Donc, quand on parle de contrôle de gestion, ça peut être un contrôle de gestion sociale qui appartient en fait à la DRH, ça peut être un contrôle financier, mais en fait, c'est le même outil et ça permet en fait de définir, c'est ce qu'on va voir, ça c'est le point important dans le démarrage des projets, c'est ces indicateurs clés communs partagés par l'entreprise. Donc ça, c'est un point important dans la mise en œuvre de ce type de solution. Tout à fait. Donc ensuite, dans un deuxième temps, donc là, les indicateurs importants à mettre en place, une fois qu'on a défini finalement quelle était sa masse salariale, enfin ses frais de personnel, il y a deux approches qui sont possibles pour l'analyse des variations. Donc la première, c'est une analyse globale, volume-prix. Donc ça, c'est plutôt une analyse qui est plutôt financière que le contrôle de gestion finance ou le directeur financier va avoir. Donc c'est vraiment savoir quel est le volume sur les effectifs, sur les salaires moyens, ou le mix, finalement, volume-prix mix. Donc ça, c'est vraiment les premiers effets qui peuvent être faits. Ce qui est important, c'est de commencer par du basique. On ne doit pas aller tout de suite dans la complexité, puisque la masse salariale elle-même est complexe. Donc si on vient apporter de la complexité là où c'est déjà complexe, c'est compliqué. Surtout que... Exactement. Et en plus, surtout que ces interlocuteurs, finalement, ne sont pas experts du pilotage des frais de personnel, donc il faut pouvoir rendre ça compréhensible assez facilement. Après, la deuxième, en tout cas, manière d'analyser ces éléments-là, les évolutions de frais de personnel, c'est une décomposition analytique qui évalue les impacts de chaque catégorie d'événements en fonction de leur nature et de leur date d'événement. Donc c'est là où on va plutôt rentrer dans les écarts d'effectif global, des écarts de structure. Donc c'est là où on rentre dans l'ancienneté, la qualification, l'effet GVT, l'effet de Noria. Je ne vais pas m'amuser à vous les expliquer, parce que finalement, c'est plutôt des cas d'école. Et puis derrière, il y a surtout la définition que vous en faites, vous. Ouais, ça, c'est ça. Je pense que là-dessus, Pascal, tu auras beaucoup à dire. Oui, en fait, voilà, c'est dans la démarche, c'est comme on est en train de l'expliquer, il y a deux parties dans la mise en œuvre de ce type de projet. Il y a les fondamentaux, et c'est, je dirais, la première effet. En fait, on verra un peu la démarche par la suite, mais on crée le fondamental, c'est-à-dire on crée en fait la partie RH, le socle applicatif, et dans un second temps, on va se donner en fait ce qu'on appelle des add-ons, en fait, c'est-à-dire la possibilité d'ajouter des analyses complexes, dont le GVT, qui en fait peut être vu en fait plutôt comme une analyse individuelle au niveau de l'entreprise. La définition est propre à chaque entreprise, et ça, on peut vous le montrer dans le paramétrage, en fait, dans des paramétrages avancés.
où on définit exactement ce qu'on appelle en fait ces différents types de GBT, donc glissement, vieillesse, technicité, qui nous permet en fait d'avoir des rapports ad hoc bien spécifiques et qui correspondent vraiment à l'analyse d'une société. Tout à fait, tout à fait. Du coup, si on voit un petit peu les pièges à éviter lorsqu'on est sur le pilotage de la masse salariale et qu'on met en place des outils pour piloter ça, on a plusieurs éléments donc qu'on vous présente sur la slide. Il y a tout ce qui est validation préalable des fonctionnalités majeures. Ce qui est important ici, c'est de se dire, ça reprend un petit peu de qu'est-ce que je pilote, comment je le pilote, et derrière, c'est valider toutes les règles de gestion. Avant de partir sur un projet de pilotage de masse salariale, c'est de se dire quel reporting je veux en sortir. Et finalement, c'est un des à réaliser, parce que finalement, si on fait un projet sans se pencher tout de suite sur le reporting, on va se rendre compte qu'on ne suit pas des éléments que l'on souhaite dans le reporting. Et là, on a raté tout à fait son projet. On recommence et on met à la poubelle. La phase de cadrage, évidemment, est essentielle. Au démarrage, évidemment, dans cette phase de cadrage, il faut pouvoir démarrer par étapes. Donc, je reviens à ce socle applicatif et on va avancer par itération pour remonter. Tout à fait. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est de commencer vraiment par le cœur, en fait, de l'application. Qu'est-ce que je suis, comment je suis, et après, aller dans des lots 2, des lots 3, compléter ce besoin, ce qu'on suit. Ça, on en parlera peut-être un peu plus sur le pilotage de l'expérience qu'on a pu connaître. Mais c'est compliqué de mettre en place un pilotage de masse salariale dans un outil, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut pouvoir vraiment séquencer. C'est vraiment le piège à éviter de vouloir tout avoir. Après, il y a la partie référentielle. Finalement, c'est de pouvoir bien suivre ces référentiels et des mises à jour. Évidemment, le système n'est pas déconnecté justement de notre système d'information. L'outil de simulation est mis en relation, et c'est là où c'est très important en fait, de définir les référentiels, la synchronisation des informations. Donc, toute cette partie un petit peu technique, là, je dirais, est mise en œuvre au niveau des solutions par nos équipes et en coordination avec d'être en relation en fait, au niveau des organigrammes et autres informations. Donc c'est là où c'est important finalement que l'IT soit vraiment partie prenante du projet de mise en place. Parfois on peut oublier, quand on est à la DRH, on ne sait pas trop comment fonctionne la mise en place d'un logiciel, et on veut le faire tout seul ou on se fait accompagner par des personnes, et on oublie de mettre l'IT tout de suite dans ce projet. Alors qu'on a besoin justement, moi j'ai un peu sur un projet où l'IT n'a pas été embarqué tout. Et finalement, ils n'ont pas été mis dans la boucle et toutes les mises à jour de référentiels devaient être faites manuellement. Donc derrière, ce qui est d'un point de vue maintenance pour le contrôleur du centre social, qui lui, finalement, sa vocation, c'est d'aller sur l'analytique des frais de personnel, mais pas de mettre à jour l'outil. Alors que sur d'autres projets, justement, où on a bien onboardé la DSI dès le départ, on a pu automatiser toutes ces tâches d'administration de l'outil, de mise à jour de référentiel. Disposer en fait d'informations fiables et on n'est plus qu'en analyse. Tout à fait. On n'est pas en train de sortir des mises à jour ou de resynchroniser nos informations, nos éléments dans l'outil. Évidemment, c'est dès le démarrage de fiabiliser en fait les données entre les systèmes et du coup, ça nous permet en fait d'avoir un outil directement en fait destiné à l'analyse, à la projection et opérationnelle. Là, tu me fais le pont, du coup, Pascal, avec la qualité des données. Donc là, c'est vraiment essentiel, c'est de disposer d'informations fiables et de qualité. De ne pas prendre une donnée qui n'est pas la bonne. Comme tout outil, ce qu'on met dedans, si c'est mauvais, ce qui en ressort, c'est mauvais. Enfin, l'outil, c'est pas la machine à laver, ça ne nettoie pas la donnée. Donc c'est vraiment important de bien qualifier les informations, de mettre un peu d'historique. C'est-à-dire l'année, par exemple, si vous voulez reprendre vos rubriques de paye, si vous avez une simulation à faire, par contre, évitez la reprise de données sur des budgets que vous avez fait dans le passé, c'est une perte de temps. Enfin, très clairement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qui est à proscrire, puisque vous perdez du temps finalement, alors que vous n'avez rien à faire derrière, puisque ce n'est pas la même maille d'analyse. Donc ça, c'est vraiment un point là-dessus. Dans les démarrages de projet, en fait, c'est vrai que ce qui est important, évidemment, c'est on revient au basique. Et dans les bases, c'est toute la partie sur les résultats de la paye, les données administratives qui sont importantes d'avoir un réalisé et un historique de réalisé. Les outils en fait, de projection s'appuient souvent sur de l'historique pour pouvoir projeter cette information en termes de simulation, c'est important.
La dernière période de temps est évidemment essentielle puisque c'est à partir des éléments en fait, de votre dernier mois qu'on va faire par la suite le démarrage de toute simulation. Mais disposer en termes d'information, de précharger dans notre système du réel passé, c'est récupérer votre budget, votre précédent budget à mon importance. Tout à fait. Et donc là-dessus, je rebondis, Pascal, parce que justement, c'est un planning d'élaboration budgétaire qui ne respecte pas finalement aussi les plannings de mise à jour de la paye. Et ben, là, on a des infos qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut aussi sensibiliser ces personnes-là finalement au fait que leur saisie a de l'importance sur le pilotage et la communication qui sera faite au comité exécutif, par exemple. Ça arrive trop souvent que ces personnes ne voient pas finalement l'impact de leur saisie et qu'on soit derrière en train de corriger la donnée dans l'outil de pilotage de masse salariale au lieu de le faire finalement dans la paye. Donc c'est important aussi qu'on respecte les clôtures mensuelles à ce niveau-là et que les données soient bonnes. Exactement. Là, on revient un petit peu à ce qu'on disait au démarrage. On n'a pas qu'un profil d'utilisateur. Ce n'est pas un outil destiné uniquement à la finance ou à la simulation. Simulation dans le sens contrôle de gestion budgétaire. C'est aussi un outil qui nous permet en fait d'aider en fait toute la partie du réalisé. Entre autres, ce que ça nous permet, c'est que ça va faire travailler les mêmes personnes. Et là, je reviens sur un autre module qu'on a dit au départ. C'est-à-dire au départ, en fait, la base, évidemment, c'est important. Mais on a des add-ons. Dans ces add-ons, je reviens par exemple à un besoin RH, et purement pour le coup, plus spécifiquement RH, qui est, alors je prends un exemple, c'est le bilan social, et les outils sont aujourd'hui, doivent être capables de pouvoir produire à l'issue en fait, de l'année, nos résultats, et sortir en fait en direct des résultats comme le bilan social, les produire. Et ça, c'est vraiment des plus pour la RH, ça peut faire des gains importants. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, l'aspect important, en tout cas des pièges à éviter, c'est toute la partie conduite du changement auprès des utilisateurs finaux. C'est un peu ce qu'on oublie quand on est en mode projet. On se dit, l'utilisateur final, c'est moi. Le contrôleur du social, c'est l'outil un peu pour moi. Non, c'est pas le cas. C'est un outil partagé donc, entre l'ARH finance et l'IT pour tout ce qui est mise à jour de data. Donc, ce qui est important, et le client, c'est qui? Est-ce que c'est les managers des BU? Est-ce que c'est la direction financière? Est-ce que c'est les membres du COMEX, CODIR, puisque c'est eux qui vont finalement peut-être recevoir le tableau récapitulatif de 3 lignes qui représente peut-être 2-3 jours de travail de l'application. Donc c'est quels sont leurs besoins, comment je les implique et surtout comment je les informe aussi sur l'avancée du projet finalement. C'est aussi ça qui est important, de se dire je lance le projet, voilà où j'en suis finalement, j'ai fini le cadrage, je vais recetter. Ça permet aussi peut-être de les inclure dans cette phase de recette et de vérifier que ce qui sort de l'outil correspond à leurs attentes. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, dans les outils EPM, il y a une partie importante qui est sur le score, sur les clés, voilà, les outils clés, en fait, les indicateurs clés. Et donc, c'est important dès le démarrage en fait, de votre projet de produire ces tableaux de bord pour s'assurer en fait, qu'on est bien en face sur l'ensemble en fait, des utilisateurs cibles. Tout à fait. Ensuite, le dernier point, en tout cas des pièces, c'est la partie planning. La partie planning, je l'ai mis finalement, c'est de se dire quand est-ce que vous, contrôleur du champ social, vous êtes disponible pour faire ce projet. Puisque on va dire qu'il n'y a plus de date maintenant, qu'on est tout le temps en rush et que c'est compliqué. Bon, il y a quand même je pense, des éléments, des dates à proscrire. On va éviter peut-être octobre, novembre, décembre, janvier, où c'est compliqué. On édite tous les budgets sur les anciens outils et puis on va derrière sortir tous les rapports légaux. Puisque finalement, ce qui est critique dans ce type de projet, c'est la disponibilité de ces personnes-là, de qui va produire l'information. Donc c'est important de pouvoir se décharger une partie de son quotidien, en tout cas, de pouvoir bien le timer, puisque votre disponibilité est en tout cas un facteur clé de succès de la mise en place de ces projets. Moi, c'est vraiment un point qui est important, et c'est pas que lorsqu'on fait le besoin, c'est quand on fait le besoin, quand on est en train de développer, on a des questions au fil de l'eau, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit disponible, et en effet, pendant la recette, vous allez recetter votre application, et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir prendre en main et maîtriser votre outil. Donc ça, c'est vraiment important, c'est la disponibilité que vous avez, vous, et après aussi des personnes qui vont recevoir l'information. Voilà. Alors ça, c'est vrai que là, c'est peut-être plus générique, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour l'outil particulier, pilotage cher ou autre. Dans tout tel projet, le planning
et vos disponibilités sont des facteurs importants. Il est essentiel de disposer en fait, de cette phase et de pouvoir cadrer le bon moyen du démarrage. Après, ce qui pour moi est important, en fait, le fait d'avoir votre disponibilité, c'est le fait que le projet ne dure pas 6 mois, 9 mois en fait. Il faut pouvoir bien sizer la durée pour qu'on ait peut-être une forte disponibilité de votre part sur 2 semaines, 3 semaines. Après, on fait une pause, on reprend la main et on repart en termes de forte disponibilité. Donc, il faut pouvoir séquencer exactement. Et ça, c'est vraiment important et que ça colle à vos plannings. On va éviter pendant le mois d'août où il n'y a personne, par exemple. Donc voilà pour ces éléments. Derrière, du coup, ça me fait une bonne passerelle sur méthode agile ou pas. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la méthode agile. Alors, il y a la méthode en cycle en V, qui est la méthode classique, où finalement on fait la conception, on développe un peu de notre côté, et puis on fait la recette et on livre. Et après, le client, finalement, recette, teste tout ce qu'on a mis, ce qu'on a développé. Ce qu'on peut reprocher à cette méthode, c'est qu'elle est un peu longue et finalement, elle peut avoir un effet tunnel. Donc la méthode agile, c'est finalement une méthode qui est un peu éprouvée quand même maintenant. Je pense qu'elle est devenue un peu à la mode, mais sans être un effet de mode, finalement, c'est quand même une méthode qui est assez sympathique puisque c'est une approche qui permet de livrer tout au long du projet. Donc ça, c'est vraiment important, des nouveaux modules. On séquence, on outille là-dessus. On ne s'exonère pas quand même d'une démarche. Et ça, c'est vraiment qui reste en fait cadré. C'est-à-dire qu'une méthode agile, c'est pas non plus je change d'avis sur des choix qui ont été validés. Non. Ça veut dire je construis en fait mon applicatif et ma solution par rapport à mes besoins, mais dans une démarche en fait d'avancement. C'est-à-dire en fait on voit le cadrage complet du projet et on va le livrer lotissement par lotissement. Chaque étape va être disposée. Les utilisateurs auront le résultat directement de ce qu'ils ont validé en termes d'utilisation. Et ils pourront voir le rendu, etc. On va pouvoir l'adapter à la marge sur ce qu'il y a comme possibilité. Donc ça permet vraiment d'avoir une marge de construction et de s'associer en fait, à la solution. Exactement. Donc là, par contre, cette démarche, finalement, elle oblige un peu, par contre, la personne du projet, en tout cas, d'avoir une forte disponibilité, une participation active. Donc, on commence à former justement les métiers, le contrôle de gestion sociale à la solution, pour qu'ils soient formés dès le début. Et après, on paramètre avec eux. Tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est aussi une force en fait, de cette méthode, c'est que ça fait aussi du transfert de compétences. Et ça permet en fait que pour vous, à l'issue en fait, de la solution mise en œuvre, ils ont la compétence et ils peuvent faire évoluer la solution. Et derrière, en fait, de plus en plus, justement, on me demande cette méthode agile dans les entreprises. Mais parfois, c'est pas. Il y a quand même des conditions. Il faut être sur place, c'est des réunions tous les jours de 10 minutes. C'est de se dire, voilà, c'est quoi l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on doit développer, voilà ce qu'on a à faire, c'est ça. Est-ce qu'on est en retard, pas en retard? Et donc là, le chef de projet, côté client, doit prendre ses actions, s'il y a des actions à faire, c'est vraiment important. Et après, il y a des conditions. J'ai un projet typiquement où les développements se font à distance. Le client me dit, je veux une méthode agile, oui. Bah non, monsieur, c'est pas possible. C'est à distance. Et l'objectif de cette méthode agile, c'est d'être sur site finalement. Donc, il faut que ce soit adapté au contexte et que derrière, voilà, c'est une forte disponibilité, ça évite l'effet tunnel et derrière, on délivre vraiment par l'eau, et c'est important, et que le client ne revienne pas sur ce qui a été décidé dès le début. C'est aussi le transfert de compétences, donc de la connaissance chez vous, qui vous permet en fait vraiment de maîtriser votre solution. Et ça, c'est, je trouve, le plus. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Voilà. Donc, dernier slide, je dirais en fait, voilà, ce qu'on va voir en fait, c'est sur deux axes en fait. Les besoins fonctionnels de l'applicatif, au niveau de pilotage HR, c'est la partie des effectifs. Une fois qu'on a cadré nos effectifs, il y aura une déclaration des coûts de ces effectifs, un complément avec toute la partie financière de tous les frais annexes. Donc, pour chacun de de cet axe-là, en fait, pour chacune de ces phases, on redécoupe toujours de la même manière. Il y a une première étape qui est une analyse en fait, de cadrage du besoin, du ciblage en fait, du besoin. Une seconde partie en fait, qui va permettre de faire la partie valorisation-simulation, c'est-à-dire comment j'informe le système, comment je le connecte et comment je l'alimente, c'est-à-dire avec quels acteurs. Est-ce que c'est une saisie salariée? Est-ce que c'est une saisie en fait, au niveau de mes opérationnels?
toutes ces parties-là, en fait, on va les décrire avec vous, on va les valoriser. On va voir exactement les flux qui rentrent en fait, au niveau du système d'information, c'est-à-dire en fait, tous les outils qu'on souhaitera mettre en fait, dans notre système, dans notre socle applicatif. Voilà. Et enfin, la partie du reporting, mais je dirais sur ce reporting-là, il y a deux parties. Donc, le reporting, c'est évidemment le suivi en fait, de vous directement, en fait, de voir la valorisation que vous en avez faite. C'est de voir en fait des analyses d'écart, mais d'écart en fait en valeur absolue, donc un petit peu financière, on dit on a la situation de l'actu, les situations de budget de nos différents révisés, les valeurs en écart. Et ce que je vois moi plutôt à la fin, c'est des lots complémentaires qui sont plutôt les analyses spécifiques, c'est-à-dire en fait au niveau du métier, qui est tout à l'heure, c'est-à-dire en fait on va rentrer dans des analyses pointues, plutôt destinées, c'est vrai, à la RH, oui. Souvent au niveau métier RH. Et qui vont nous permettre en fait de faire des analyses alors là, sur tout domaine, soit entre un réalisé et un budget, soit sur même du réalisé en fait sur 2 périodes consécutives. Donc ça, c'est vraiment des choses en fait, des vraies valeurs ajoutées en fait à la RH de ce côté-là. Le bilan social de la même manière, c'est vraiment un métier, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Social, moi je mets toujours un petit là, voilà, c'est un add-on et en fait, au niveau de l'analytique, on ne fait pas de l'analytique, c'est vrai que c'est important qu'il faut le produire. Là où pour moi c'est vraiment essentiel, c'est le tableau de bord social, pour le coup, où dans cet cas, en cas, on peut avoir le tableau de bord social sur le réel qui sort automatiquement, puisqu'on récupère tous les éléments de la paye, sur les caractéristiques salariées et tous les éléments donc rubriques de paye, qui sont derrière cartographiés et mappés avec les comptes comptables, mais également aussi la partie prévisionnelle. Et ce qui est important finalement, c'est de voir quel est mon objectif à tous les 3 mois, par exemple, s'ils sont trimestriels, et de se dire, voilà, hop, je réinjecte mes données du réel, et je vois mon objectif, mon réel, et je vois tout de suite, en effet, est-ce que je décroche, est-ce que je ne décroche pas. En fait, c'est ça qui est vraiment important pour moi, c'est d'avoir et la partie prévisionnelle et la partie réelle dans le même outil connecté, et de pouvoir tout de suite se dire, ok, je décroche, quel est le plan d'action? Et là, vous sortez l'outil et vous faites votre job de contrôleur des ressources sociales, qui est de se dire, j'ai analysé, je vais voir finalement mes hommes de terrain, et je vais leur dire, il y a un problème, quel est le plan d'action derrière? Et là, vous passez la main finalement au RH de terrain, et là, c'est là où c'est important, et c'est le contact humain finalement derrière, qui, comme vous passez moins de temps à produire, et que vous voyez tout de suite où ça décroche, vous pouvez passer du temps derrière à essayer de corriger, et quitte à peut-être dans 6 mois, rechanger les objectifs. Et donc là, vous faites un nouvel estimé. Alors, en fait, je geste le mot de la fin à Christine, parce que je le trouve très très bien. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'il est important, en fait, dans les équipes qui mettent en œuvre, d'avoir justement cette pluridiscipline. On voit bien le profil de Christine, très axé métier, très fonctionnel, très opérationnel. Moi, j'ai un peu plus de recul, en fait, où j'essaye de couvrir plus de besoins au niveau des outils. Et là, c'est ma vision, en fait, expertise. À la fois, j'ai fait du contrôle de gestion, j'ai fait beaucoup d'informatique, puisque je suis issu de l'IBM. Mais très, très important, et ça, c'est vraiment la valeur qu'on a, en fait, chez Iéna, c'est-à-dire, on ajoute, en fait, du métier dans ce qu'on fait, et dans les consultants qui sont avec vous. On connaît votre métier pour l'avoir exercé. Et on connaît, en fait, les besoins techniques, les besoins fonctionnels de nos clients pour avoir une certaine expérience et beaucoup d'années, en fait, de projets, de vécu. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'espère qu'on a été assez exhaustif et qu'on a pu couvrir en tout cas un petit peu sur vos besoins, les pièges, ce pilotage de la masse salariale, enfin frais de personnel en tout cas. Et je te laisse du coup faire la transition maintenant. On va passer sur la partie questions-réponses. C'est vrai que sur les 30 personnes qui étaient connectées, j'ai 4, 5, 6 personnes qui m'ont dit ne pas avoir de son. On a fait, pendant la durée de ce webinaire, on a fait des tests chez nous avec d'autres personnes qui se connectaient et qui avaient du son, donc vous aurez ce replay. On va démarrer les questions-réponses. Sachez juste que je vous parlais tout à l'heure d'un petit bonus, d'une petite surprise. Quand vous quitterez la session, vous allez être redirigé sur un formulaire qui va vous proposer d'avoir d'échanges avec Pascal et ou Christine en fonction de vos questions. C'est complètement gratuit pour avoir ce one-to-one qui va vous permettre de poser les questions et effectivement avoir des réponses sur cette thématique qui vous intéresse. Je repasse pour répondre. Et si on n'a pas vous rappelle. On fait appel à un ami, c'est ça, non? Oui, Alors j'ai Valérie qui va poser une question. Je vous écoute. Vas-y, Vincent. J'attends qu'elle s'affiche. Valérie est en train de taper justement. C'est une question qui doit être un peu longue, qui doit être. Ah non, c'est arrêté.
Peut-être qu'on a été très clair en fait sur. De toute manière, je dirais en fait, bon là, n'osez pas, je dirais en fait poser des questions. On peut avoir ces questions en fait dans son contexte, donc on ne doit pas forcément les. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans la seconde partie, c'est-à-dire que ça vous permet quand même de nous contacter si vous avez un sujet ou une question sur votre projet. Au contraire, posez-la, ça vous permettra comme ça d'avoir des réponses qui vous sont vraiment spécifiques, une réponse pour le coup qui sera moins générale, et on pourra adapter et voir avec vous les. Ok, il semble que vous avez été extrêmement clair parce que j'ai pas de questions. Je pense que le contrôleur du social est un peu timide. Ou alors ils entendent Vous entendez pas peut-être. Non, parce que les gens qui n'entendaient pas, non, ils ont quitté ou Gilles qui nous a fait la gentillesse de rester, mais effectivement, il recevra le replay. D'accord. Ça marche. Écoute. Sur le Pas pilotage. de questions? Non, après, est-ce qu'il y a quelque chose à résumer un petit peu? Enfin, je suis pas sûre. Hein. C'est ce que disait tout à l'heure Pascal, c'est bien définir qu'est-ce qu'on veut piloter en amont. Donc, définissez bien votre besoin par quelqu'un qui maîtrise ce sujet, puisque finalement, c'est pas très simple comme sujet. Faites ce projet avec votre direction financière, c'est essentiel, puisque c'est pas que l'ODRH, mais c'est aussi le DAF. Après, les autres points, c'est de se dire quel outil convient le mieux. Faites un benchmark des différents outils. Et c'est surtout pour moi le plus, c'est comment vous serez accompagné, comment vos besoins sont compris finalement par rapport à la solution. Et là-dessus, nous, on a l'expérience. Beaucoup de retours, beaucoup d'expérience. Beaucoup de contexte. Je veux dire par ailleurs, c'est pour toute personne en fait qui est intéressée, n'hésitez pas en fait à nous contacter, nous renvoyer vos éléments et on vous rappelle évidemment pour prendre avec vous soit des rendez-vous one-to-one, soit en fait un call direct pour pouvoir mieux adresser en fait le point que vous souhaitez nous solliciter. Alors là, j'ai Harry qui vous remercie. Merci beaucoup. On comprend ces problèmes informatiques. Nous avons vu le professionnalisme des intervenants. Merci Harry. Merci. Merci. Merci beaucoup déjà d'avoir pu écouter jusqu'au bout, surtout si seulement c'était une mauvaise qualité au niveau audio, on s'en excuse. Ok, il y a Gilles qui vous propose de m'appeler pour vous parler d'un pilotage basé sur la DSN. Donc Gilles, en sortant effectivement de cette session, vous trouverez un formulaire, vous nous laissez le choix de votre... et puis Christine ou Pascal vous recontacteront très rapidement. Pas de souci. Ah, j'ai une question de Riali. Dans le cas où on trouve un écart entre la paie et la comptabilité, comment peut-on procéder? Bonne question. Alors c'est là où c'est important justement cet outil qui est connecté entre la paye et la comptabilité. Hein. On récupère tous les mois votre réel sur la paye et votre réel comptable. Comme on a mappé finalement les rubriques de paye avec la comptabilité, on fait un peu la méthode de l'emploi. On va avoir des catégories de masse salariale. Est-ce que c'est les salaires bruts? Est-ce que c'est les cotisations? Est-ce que c'est les pouvoirs déterminer où sont les écarts? Et en fait, ce ne sont pas des écarts. Quand il y a une différence entre la vision RH, donc masse salariale RH, et la notion de frais de personnel, c'est qu'il s'agit d'éléments finalement qui ne viennent pas de la RH. Donc là, les écarts, c'est de se dire, qu'est-ce qui vient de la RH? Est-ce que c'est un écart de mois à mois? Est-ce que c'est un écart entre les deux visions? Si c'est un écart entre les deux visions, c'est-à-dire que ça vient des éléments comptables finalement. Donc c'est là où on va finalement avec tout ce qui est provision, c'est de se dire, au niveau de mes provisions comptables qui sont réalisées, quelles sont les méthodes? Est-ce qu'on est sur un pic de saisonnalité aussi? C'est de se dire, par exemple, on a des écarts sur les indemnités de congés payés, enfin, les provisions de congés payés, et c'est de se dire, voilà, où est-ce qu'on en est? Et donc là, on peut, dans l'application, se dire, je fonctionne par compte comptable, et je peux aller jusqu'au salarié finalement. Et c'est de voir un peu par catégorie de salariés comment ça fonctionne. Voilà, mais en fait, pour être clair sur la réponse, parce que bon, c'est vrai que l'origine en fait, des écarts est multiple. Dans l'outil, en fait, on fait un rapprochement entre les rubriques de paye et une rubrique comptable. Ça veut dire qu'en fait, dans l'outil, vous avez la possibilité de zoomer à partir d'une rubrique comptable sur l'ensemble des rubriques de paye. Ça se paramètre dans l'outil. Donc, en fait, le rapprochement, on le fait aussi via le paramétrage en fait, de notre outil. Et vous retrouvez, en fait, c'est vraiment un outil de pilotage. C'est-à-dire que ça permet, en fait, de rapprocher les deux, et c'est ce qu'on insiste encore sur le sujet. Hein. C'est un outil à la fois RH avec les rubriques de paye, financier avec nos rubriques comptables et un rapprochement entre les deux systèmes. Voilà. En fait, ce rapprochement est natif, quoi. Voilà, c'est ça. Pour nous, en fait, c'est presque pour une entreprise qui ne dispose pas de ce type d'outil, c'est un sujet à lui tout seul. En fait, on a des écarts entre la comptabilité d'un côté,
la RH de l'autre entre les résultats de la paye, etc. Et là, ça vous permet tout de suite de visualiser jusqu'à un individu et jusqu'à la rubrique de paye. On doit comprendre quelle est celle qui est pas. On peut tout voir. Donc, il y a tous les cas de figure là-dessus. Voilà, ça peut être d'autres sujets, hein, comme tu as dit, des provisions. Oui, bien sûr. En comptabilité et rajoutées par la suite. Donc, vous voyez toutes ces visions-là et tous ces écarts. J'ai une autre question de Edouard qui nous demande comment traiter la rétroactivité. Alors ça, c'est une problématique en fait qui est peut-être avec nos amis d'IBM au niveau de leur solution RH. C'est pas rare en fait dans les outils donc de l'ARH de paye d'avoir des effets rétroactifs. C'est-à-dire en fait, on a sur le résultat de la paye, on a la possibilité de savoir quel est le mois, c'est indiqué hein, dans le résultat de paye, quel est le mois d'effet de l'événement. C'est-à-dire, voilà, j'ai un résultat de paye, et dans ma paye, j'ai une rubrique, voilà, peu importe, un salaire, un rattrapage, une autre. Logiquement, si votre outil de paye le permet, vous avez ce niveau de détail qui est indiqué, où en fait, vous avez le delta de rattrapage qui apparaît. Donc, ça permet évidemment de suivre, puisqu'on est connecté, on récupère toutes ces rubriques de paye, c'est interfacé, et vous avez la possibilité d'avoir cette même finesse, en fait. Et ça vous permet d'analyser ce type d'écart. Il faut évidemment que la paye permette de le faire. C'est ça. Et après, il y a aussi de se dire, on ne peut pas inventer l'information. Ce qu'on va avoir dans l'outil doit être le reflet de votre paye. Si c'était faux les premiers mois dans votre paye, ça doit être aussi le cas dans ce budget, où on peut aussi recharger et venir corriger après, a posteriori. Sans aucun problème, on peut venir intervenir. Oui. J'ai une autre question de Harry. Nous savons que la finance peut utiliser le FTE pour contrôler le headcount, mais le RH préfère utiliser le vrai headcount. Pensez-vous que nous devons utiliser le langage informatique ou HR? Alors, là, on revient en fait sur la définition en fait, de départ, c'est-à-dire en fait la définition des indicateurs et des métiers. Pour moi, il n'y a pas un indicateur. Et l'exemple qui est donné en fait sur les effectifs est révélateur d'une société qui n'a pas un outil commun. Exemple, l'indicateur fin de mois, pour moi, ça fait partie, pareil, d'une façon de compter les effectifs. Oui, il n'y a pas une façon de compter les effectifs, mais bien plusieurs. À partir de là, on définit, et ça c'est une des premières étapes, on définit en fait les indicateurs clés de la société et après on les partage. On partage en fait les FTP, peu importe les définitions, les ETP, tout ce que vous voulez, on définit nos indicateurs et ça devient un indicateur dans nos tableaux de bord. Et quand j'utilise l'indicateur fin de mois, je sais que dans mon tableau de bord, j'ai écrit indicateur fin de mois. C'est clair, net, précis. Si je veux utiliser les ETP, j'ai mon indicateur FTP. Après, ce qui est important, c'est d'avoir les deux notions dans l'outil. Parce qu'on est sur un outil connecté, donc on va avoir le headcount pour la RH, mais il faut tout de suite pouvoir changer d'indicateur et dire je veux la contrepartie en FTE. Si j'ai 40 collaborateurs, mais que ça représente 25 FTE, en effet, oui, il y a un impact tel qu'il faut en tout cas avoir la différence et après de comprendre les deux notions sont strictement importantes. Vous ne pouvez pas dire c'est l'une ou l'autre, les deux sont vraies. Typiquement, quand vous comptez en fait des inscrits fin de mois, ça a un sens au niveau RH, parce que ça veut dire en fait c'est le nombre de personnes qui sont là au présent, etc. Quand vous parlez en fait de TP, effectif temps plein, tout à fait. Par contre là ça a du sens financier, puisqu'en fait si la personne a travaillé 15 jours, évidemment vous n'allez pas le compter pour 1 sur cette période. Parce que derrière il va y avoir une notion de production. Oui, combien d'effectifs vont produire. Tout à fait. Ces deux notions sont strictement importantes. On ne peut pas dire l'une ou l'autre. Une autre question, ce système est-il adapté aux différents pays et leur schéma comptable? De la même manière, alors, on peut avoir en fait différentes comptabilités. Ce n'est pas lié à même en fait différentes payes, un système de paye. Voilà, nous on a travaillé pour des sociétés, des groupes qui avaient fusionné plusieurs sociétés. On ne se retrouve pas en fait avec un plan RH de paye, on en a une multitude. On peut avoir différentes activités de la même différentes notions comptables. Donc, tout ça en fait, ça se paramètre au niveau de l'outil. Évidemment, je vais vous dire, c'est plus de travail, forcément. C'est ça, il faut de la correspondance après, d'un point de vue consolidation. Le travail est à faire pour chacune des rubriques. C'est ça. Et c'est de se dire, si je veux avoir une vision consolidée groupe, quelle rubrique correspond à laquelle, d'un point de vue consolidé. C'est ça, en fait, l'enjeu. C'est de se dire, vous maîtrisez finalement les mappings, et après, les mettre en place dans l'outil, oui, vous le faites. Voilà, c'est pareil, mais ça se fait de la même manière. Ok, il nous reste encore 2 minutes. Est-ce que vous avez une autre question? Il y a eu quelques échanges qui étaient effectivement intéressants. C'est vrai qu'en fait, reprendre les problématiques en fait, sont souvent partagées entre nos différents clients. C'est important en fait, de pouvoir avoir vos questions parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on peut exposer, on va penser le plus près. Les problématiques métiers, on les connaît, on les traite. Par exemple, on a tous les cas de réaffectation de coûts et autres. Donc voilà, l'outil est là pour être
est paramétrable pour en fait un certain niveau fonctionnel qu'on peut vous détailler en one-to-one en fonction de vos besoins pour vous les expliquer. Donc voilà, on est assez. Oui, alors après, on peut aussi dans la solution. se dire que c'est aussi votre process métier qui peut aussi être un peu corrigé finalement, puisqu'on a un process que vous faites chez vous, parfois de le corriger peut-être de 10% permet d'avoir des gains derrière. Donc c'est aussi de se dire, il y a un outil qui est paramétrable et qui peut tout faire, mais pas que, c'est aussi de voir aussi votre revue, votre process en interne, et ça peut aussi, cette revue-là peut aussi être au préalable et ça peut aussi être important. Là, on revient en fait sur la force en fait, du consultant en fait, qui a l'expertise métier, et on peut aussi voir avec vous sur des changements en fait, de méthode pour avoir des résultats en fait, plus performants, et surtout de production derrière en termes de rendu qui vous font gagner du temps et aujourd'hui qui peuvent vous consommer une charge importante. Exactement. J'ai Gilles qui émet une opinion. Donc, si je peux me permettre, il existe 3 types de ETP RH contractuels: prod, présent au poste de travail, et fin payé. Il est important de comparer. Tout à fait. On peut en avoir même 4 ou 5. Alors là, évidemment, et encore une fois, ce sont des indicateurs qui seront souvent propres à certaines sociétés, en fait, certaines catégories de sociétés. Donc, quand on est dans la production ou pas, Tout à fait. on va avoir des besoins, je dirais, de cadrage par rapport à une société qui est dans le commerce ou autre. On n'a pas du tout les mêmes notions de. Après, ce qui va être important finalement, c'est d'avoir un peu ce qu'on appelle la table de passage de l'effectif, qui est assez connue chez Bernard Martori. Je vous apprends peut-être pas ça. Et voilà, on a l'effectif complet, le headcount. Comment on passe à mon effectif rémunéré, non rémunéré? Comment je passe à mon ETP qui arrive en cours de mois, celui qui est en sans solde, etc., etc. Jusqu'à l'effectif le plus fin, celui qui est derrière son ordinateur en train de produire. Bon, après, on n'arrive pas à décompter encore les pauses jusque-là, parce que là, on arrive un petit peu à la matrice. mais voilà, ce qui est important, c'est quels sont les indicateurs importants et pertinents pour vous, et après qu'on puisse les mettre en place. Bon, je crois qu'on est obligé d'arrêter. Non, pas obligé, c'est sûr. On s'était tenu 45 minutes et j'aime bien tenir les délais. Je vous répète 2 choses. La première, c'est je vais vous envoyer le lien pour avoir ce replay, première chose. Et la seconde chose, alors si effectivement là, vous êtes encore plus de 30 personnes, si les 30 personnes demandent 30 minutes à Pascal et Christine, il va falloir juste un petit peu séquencer. Donc voilà, remplissez la méthode pour vous joindre et pour vous offrir ces 30 minutes. Je vous remercie beaucoup. Merci et puis je vous dis à très bientôt. Merci.